James Carter faisait de la randonnée sur les sentiers isolés du nord-ouest du Pacifique depuis plus de 15 ans. Il connaissait tous les grands réseaux de sentiers et avait exploré des dizaines de lacs reculés cachés au cœur de forêts de conifères denses. Mais lors de ce voyage en particulier, il allait tomber sur quelque chose qu'aucune carte de randonnée n'avait jamais mentionné. James avait pris une semaine de congé de son travail de professeur d'histoire au lycée pour faire ce qu'il aimait le plus. Il avait préparé son équipement, chargé son camion et conduit 6 heures vers le nord jusqu'à un départ de sentier qu'il avait trouvé sur une ancienne carte forestière. Il voulait explorer un lac si isolé qu'il n'avait presque pas de nom. Le sentier était à peine visible et envahi par la végétation, clairement peu utilisé par les randonneurs ces dernières années, voire depuis bien plus longtemps. James se fraya un chemin à travers les broussailles épaisses et enjamba des arbres tombés alors que le sentier s'enfonçait dans la forêt. Plus il avançait, plus le silence devenait profond autour de lui. C'était comme entrer dans un monde oublié. Après près de 4 heures de marche, James franchit enfin la limite des arbres et se retrouva au bord d'un grand lac immobile. L'eau était sombre et calme, reflétant les pins environnants comme un miroir parfait. Des montagnes se dressaient en arrière-plan, complétant un paysage idyllique. Mais quelque chose clochait. James posa son sac et resta un instant immobile, simplement à contempler la vue magnifique devant lui. C'était exactement le genre d'endroit qu'il aimait découvrir, intact et loin de toute foule. Il sortit sa bouteille d'eau et prit une longue gorgée tout en scrutant la rive. Et c'est là qu'il le vit. En observant la surface du lac, quelque chose attira son regard près de la rive sur sa droite. À environ 6 mètres du bord de l'eau, quelque chose dépassait, incliné vers le haut. Cela ressemblait à du métal, ancien, recouvert de mousse et James rangea sa bouteille et s'approcha prudemment le long de la rive rocheuse vers l'objet étrange. À mesure qu'il s'approchait, la forme devenait plus claire. C'était une échelle, une vieille échelle en bois et en métal, s'élevant d'environ 1,20 m au-dessus de la surface de l'eau. James s'arrêta au bord et fixa l'échelle, complètement déconcerté. Une échelle au milieu d'un lac de montagne isolé n'avait absolument aucun sens. Il n'y avait aucun quai, aucune cabane, aucun signe d'activité humaine le long de toute cette rive. Il observa les environs, cherchant une explication. Les barreaux métalliques étaient rouillés et couverts de mousse, preuve qu'ils étaient là depuis longtemps. Mais à quoi était-elle attachée sous la surface? James s'agenouilla au bord de l'eau et se pencha pour regarder à travers l'obscurité. L'eau était trouble en profondeur, mais il distingua la forme vague de quelque chose de grand et solide sous la surface. Quelque chose de bien plus grand qu'une simple échelle. Son cœur s'accéléra lorsqu'il comprit que l'échelle n'était pas posée là par hasard. Elle était fixée à une structure. Il voyait des lignes droites et des surfaces planes, clairement construites par l'homme. James fixa l'eau froide et sombre et envisagea d'y entrer pour en avoir le cœur net. Mais il écarta rapidement cette idée. Il était seul, à des heures de la route la plus proche, et l'eau du lac serait glaciale même en plein été. L'hypothermie était un risque réel. Il savait qu'en milieu isolé, les prises de risques inutiles menaient souvent à de graves problèmes. Il prit alors son téléphone satellite, un appareil qu'il emportait toujours en randonnée solitaire. Il l'alluma et attendit la connexion. Il y avait un poste de garde forestier à environ 19 km au sud. Après quelques sonneries, une voix calme répondit. James expliqua sa position et décrivit ce qu'il avait trouvé. L'échelle rouillée sortant de l'eau et la structure visible en dessous. Un silence suivit. Une échelle dans le lac. Et vous voyez une structure en dessous? Répondit le garde forestier, désormais clairement intéressé. Je suis ici depuis 9 ans et je n'ai jamais entendu parler de ça. Le garde forestier, Dave Holloway, lui demanda de rester sur la rive et de ne rien tenter. Il dit que le lac était trompeusement calme et que ses profondeurs étaient inconnues. Il promit d'arriver dans quelques heures avec du matériel de plongée. Pour James, ces heures semblèrent interminables. Il arpentait la rive, les yeux fixés sur l'échelle rouillée. Il remarqua d'autres anomalies. L'eau ne formait pas de vagues naturelles près de l'objet, et les arbres semblaient légèrement s'éloigner du... Quand Dave arriva enfin, il était équipé de matériel professionnel, combinaison de plongée, bouteilles d'oxygène et lampes sous-marines puissantes. L'atmosphère était tendue, mêlée de curiosité et de devoirs professionnels. Dave admit que des légendes locales parlaient parfois de lieux étranges dans les montagnes, mais jamais d'une structure réelle dans ce lac. En enfilant leur équipement, ils comprirent que ce n'était pas une simple plongée, mais une enquête. Dès qu'ils entrèrent dans l'eau, le choc thermique fut immédiat. En descendant, le fond du lac ne descendait pas doucement, il s'effondrait brutalement. L'échelle était leur seul repère dans l'obscurité grandissante. Ils descendirent à 3 mètres, puis 6, puis 9. L'eau était étonnamment claire, mais le silence était écrasant, seulement interrompu par leur respiration. Puis les faisceaux lumineux révélèrent quelque chose de solide. Ce n'était ni un rocher ni une épave. C'était un toit. Un toit embardeaux, parfaitement conservé. En poursuivant leur descente, ils découvrirent une structure inquiétante. Il n'était pas au-dessus d'un simple bâtiment, mais d'une ville. L'échelle était fixée sur un grand bâtiment en bois ressemblant à une vieille épicerie. Autour, des maisons alignées se dressaient encore, leurs fenêtres vides comme des yeux. C'était une ville effacée du temps,
mais toujours physiquement présente sous l'eau. La lampe de James capta un mouvement près de grands tuyaux industriels. Ils étaient modernes, bien plus récents que les bâtiments engloutis, et libéraient des bulles. C'est à ce moment-là que le mystère devint quelque chose de beaucoup plus inquiétant. Les fuites de gaz naturel ne proviennent pas de systèmes structurés comme celui-ci, et les poissons ne produisent pas des bulles aussi organisées. Ces conduites étaient comme un cordon ombilical transportant de l'oxygène vital vers un endroit qui n'aurait jamais dû exister. Les deux hommes nagèrent vers l'entrée du magasin général, le cœur battant à tout rompre. La porte renforcée résistait, hermétiquement scellée par la pression. Avec une poussée violente, elle céda, les entraînant dans un sas sombre tandis que l'eau s'engouffrait autour d'eux. Quelques instants plus tard, des pompes s'activèrent, vidant la chambre avec une précision mécanique. Le silence suivit. Lorsque la porte intérieure s'ouvrit, ils pénétrèrent dans quelque chose d'impossible. Une lueur chaude baignait l'espace, accompagnée de signes de vie indubitables. Devant eux s'étendait un vaste dôme souterrain, un monde entier caché, des habitations construites à partir de matériaux récupérés, des jardins cultivés, et des gens. De vraies personnes qui les regardaient, incrédules. Un ancien nommé Thomas Gray s'avança vers eux. Sa voix était rauque mais stable. Il expliqua tout. Des années plus tôt, une inondation dévastatrice avait englouti leur vallée. Alors que le monde extérieur l'avait considéré comme mineur, pour eux ce fut un effondrement total. Ils s'étaient réfugiés sous terre dans un bunker conçu comme abri temporaire, mais les eaux n'étaient jamais redescendues et personne n'était. 15 ans s'étaient écoulés dans l'isolement. Ils avaient survécu grâce à leur ingéniosité, en construisant des systèmes pour maintenir l'oxygène, la nourriture et l'abri, mais le temps avait eu raison d'eux. Leurs équipements tombaient en panne, les sols s'appauvrissaient, et la jeune génération n'avait jamais vu le ciel. James et Dave réalisèrent qu'ils n'avaient pas seulement découvert quelque chose d'extraordinaire. Ils étaient arrivés au moment exact où ce monde caché était sur le point de s'effondrer. Les jours suivants devinrent une course contre la montre. Dave contacta les services d'urgence, déclenchant une réponse rapide et massive. Des hélicoptères remplirent le ciel au-dessus du lac, et des équipes arrivèrent pour coordonner le sauvetage. Ce qui était un lieu oublié et silencieux devint le centre de l'attention mondiale. L'évacuation fut prudente et contrôlée. Les habitants ne pouvaient pas simplement retourner à la surface. Leur corps s'était adapté à l'environnement souterrain. Un à un, les familles furent lentement remontées. James observa les enfants découvrir l'herbe et l'air libre pour la première fois, submergés par des sensations totalement. Les autorités réagirent avec une urgence et une attention inattendues. Plutôt que de reloger définitivement la communauté, elles s'engagèrent à restaurer leur foyer d'origine. Pendant un an, d'immenses efforts furent déployés pour drainer la vallée et réparer les dégâts. Le paysage réapparut peu à peu, même si une grande partie de la ville d'origine avait. Malgré tout, les habitants revinrent avec détermination. Avec l'aide de volontaires, dont les étudiants de James, ils reconstruisirent non seulement des bâtiments, mais aussi leur mode de vie cette fois plus solide et plus sûr. Le gouvernement mobilisa toutes ses ressources pour assécher le lac et rebâtir la ville de la vallée depuis zéro. Au cours de l'année suivante, l'eau fut entièrement pompée. Les bâtiments endommagés furent remplacés par des neufs, et la communauté de plus de 100 personnes put enfin arpenter à nouveau ses rues sous le ciel ouvert et l'air. James se tenait au bord de la vallée restaurée alors que les dernières familles revenaient. À ses côtés, Dave observait en silence tandis que Thomas Gray leur serrait la main, submergé par l'émotion. « Vous nous avez rendu notre monde », dit le vieil homme. Quelques semaines plus tard, James rentra chez lui transformé. Ce qui avait commencé comme une simple expédition était devenu bien plus, une découverte cachée à la vue de tous. De retour dans sa classe, il partagea cette histoire avec ses élèves, leur rappelant que les plus grandes découvertes ne se trouvent pas dans les livres, mais dans la volonté de regarder le monde plus attentivement. Chaque année par la suite, lui et Dave revinrent avec des groupes d'étudiants pour aider la communauté à poursuivre sa reconstruction. Thomas Gray les accueillait à chaque fois, non plus comme des étrangers, mais comme faisant partie de leur histoire. La vallée était de nouveau vivante, et elle ne serait plus jamais oubliée ni ignorée.